Salut, c'est Marion Lefebvre. On est cloisonné en cage. D'accord ? On est cloisonné en cage. Il y a des gens qui peuvent nous parler, nous envoyer leurs témoignages, partager leurs joies, leurs doutes et leurs angoisses. Et puis il y a ceux qui ne peuvent pas. Parce que depuis quelques jours, ils et elles n'ont plus accès au dehors. Pourtant, ceux et celles qui sont en prison sont aussi touchés de plein fouet par cette crise sanitaire grave. À l'heure où je vous parle, un détenu et un surveillant pénitentiaire sont déjà décédés du Covid-19. Pour nous, c'était important du coup de donner la parole aux détenus et à leurs familles, de chercher à savoir comment ça se passait, pour elles et pour eux, et comment les mesures mises en place pour endiguer la pandémie étaient respectées ou pas. Des témoignages exceptionnels recueillis par la journaliste Olivia Müller. Bienvenue dans Programme B. C'est souvent ce qui fait vivre, tenir et espérer. Pour les détenus, les parloirs sont un échappatoire. Une porte ouverte sur l'extérieur, sur la famille, sur l'amour, sur le monde. Avec les premières mesures de confinement, les détenus et leurs proches ont craint le pire, la suspension des temps de parloir. Une décision qu'ils envisageaient sans trop y croire, trop dure, trop raide. 3 jours plus tard, la nouvelle tombe comme un coup près. Les prisonniers seront confinés, eux aussi. Comme en Italie, les tensions et les mutineries éclatent. À la prison d'Uzerche, en Corrèze, ou encore à Fleury-Mérogis, près de Paris. Et là, ce n'est pas tant le confinement qui est contesté, mais la logique qui est appliquée. Car en prison, pas de masque, pas de gel, ni pour les détenus, ni pour les surveillants. Dans un univers carcéral confiné et surpeuplé, la promiscuité laisse présager le pire. Dans certaines prisons, le taux d'occupation est de 170% et les détenus sont plusieurs par cellule. Alors, la garde des Sceaux Nicole Belloubet a annoncé la libération de 5000 prisonniers. Trop peu pour certains. Ils sont plus de 70 000 sur le territoire français. Les magistrats, quant à eux, travaillent d'arrache-pied pour rendre des aménagements de peine. Une JAP, une juge d'application des peines, m'a confié ses craintes hors micro de ne pas réussir à les sortir assez vite. Elle conclut « Ça nous pète à la gueule, à nous aussi ». Alors on a voulu entendre et comprendre comment les détenus vivent-ils la situation de l'intérieur. Et leurs familles, comment combattent-elles le manque, l'inquiétude et la solitude. Amir, détenu dans une prison française, nous a envoyé les premières informations. En parvenant à se procurer un téléphone portable, par note vocale, il nous raconte ce qu'il vit, entre les murs. Puis, c'est sa femme, Françoise, qu'on a interrogée à distance. C'est elle qui, lundi soir, m'a contactée pour nous alerter de la situation. Amir et Françoise, ce sont bien sûr des noms d'emprunt. Et enfin, nous avons interrogé l'épouse d'un détenu à la prison d'Uzerche, en Corrèze, où une mutinerie a éclaté le week-end dernier. Merci à eux. C'est parti. Alors, je m'appelle Françoise. Aujourd'hui, je témoigne parce que mon conjoint est incarcéré dans l'une des prisons les plus peuplées de France. Donc, avec le coronavirus, nous n'avons plus les familles, nous n'avons plus de parloir et quasiment pas de nouvelles de notre famille. Donc, ça devient assez pesant. Après, quand on est en parloir avec son conjoint, ça fait un petit peu d'air frais et pour nous et pour eux, même si c'est très court. Voilà. Parce qu'en temps normal, vous pouvez vous voir combien de temps dans un parloir ? Dans un parloir, c'est entre 30 et 45 minutes. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Quand on se voit, on est content et ça passe trop vite. En général, on vient toujours avec une montre pour être sûr qu'on ne vole pas des minutes. On a plein de choses à se raconter. Quand on sort, on se dit « Ah mince, j'ai oublié de lui dire ça, j'ai oublié de lui raconter ça. » Donc, j'ai oublié de lui déposer du linge, j'ai oublié de lui ramener un livre. Enfin, voilà. Il aime bien préserver ses proches. Donc, il aime bien dire que que ça va bien. Mais il a perdu plus de 15 kilos depuis qu'il est incarcéré. Son visage, il est creusé. Donc, il commence à être fatigué. Il ne le dit pas, mais ça se voit physiquement et je le ressens. Et pour lui, tout va bien. Donc, comme il est positif, on reste positif. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le vendredi. Lundi, c'était confinement pour tout le monde. C'était le vendredi juste avant.
Et là, du coup, lui se doutait un petit peu de ce qui allait arriver, c'est ça? Bah, il s'en doutait un peu. Moi, je me suis dit, mais ils peuvent pas faire ça. Du coup, j'ai été lundi au parloir avec mes enfants et quand j'arrive devant la prison, ah bah non, vous pouvez pas rentrer. On appelle ça parloir fantôme. Parloir fantôme, c'est quand la famille ne vient pas au parloir ou quand la personne vient visiter. Il n'y a pas de visite. Le détenu est prévu pour un parloir et il n'y a pas de visite. Donc forcément, il retourne en cellule. Et ça, c'est la honte pour les détenus quand ça arrive. Il y a un sentiment de... Un petit peu quand même. Ah, fantôme. Ah, c'est fantôme. Ouais, lundi, je suis pas rentrée. Je me suis déplacée pour rien. Bah déjà, je suis partie en pleurant déjà. Parce que je me suis dit que s'ils sont en conflit, si moi, je peux pas y aller avec ma fille, ça va être compliqué pour que j'y aille. Et si c'est comme ça pendant 15 jours, ça veut dire que je vais pas le voir pendant 15 jours. Donc voilà, c'est dur. Peut-être que c'est plus dur pour moi que pour lui. Je pense aussi. Pourquoi vous pensez ça? Parce qu'il relativise et que je suis une éponge et que, je sais pas, je suis plus sensible, j'en sais rien. Il garde quand même espoir quand même, hein. Alors que moi, je suis plutôt en mode rébellion, j'en ai marre de tout. Donc voilà, c'est un peu... Ça m'énerve tout ça, j'ai qu'une envie, c'est qu'il sorte et qu'on avance. Depuis qu'il est incarcéré, j'ai dû le voir, je sais pas combien de fois, mais... beaucoup de fois, mais ça représente même pas un mois de vie. Donc ça fait que là, si on le voit pas pendant 15 jours, c'est comme si on le voit plus et qu'on n'a plus de nouvelles. Le coronavirus nous a confinés, on est 22h sur 24 en cellule. Ouais, les activités confinées, interdites, c'est-à-dire on n'a plus de bibliothèque, les intervenants extérieurs, il n'y a plus, le scolaire, il n'y a plus. Comment dire Maintenant, ils ont fait un dédoublement de promenade. Et il n'y a plus les parloirs aussi. Ils ont fait un dédoublement de promenade, c'est-à-dire on a 1h le matin et 1h l'après-midi, au lieu d'avoir 2 heures d'un coup, soit le matin, soit 2 heures l'après-midi. C'était les nouvelles directives concernant les promenades. Alors le climat, on sent que le climat est anxiogène. Il y a un mec là, il s'est suicidé. Quand le lendemain de l'annonce de la suppression des parloirs, le mercredi, un mec il se suicide. Le climat anxiogène, c'est pesant. On sent qu'il y a quelque chose et c'est trop calme en fait. C'est trop calme et voilà, à tout moment ça va péter en fait. On va dire Dieu merci que c'est un fléau les téléphones portables en prison, parce qu'on réussit à avoir quand même des nouvelles. Mais s'il n'y aurait pas de téléphone portable, ça fait que là, pendant une semaine, j'aurais pas eu de nouvelles. Est-ce qu'il est contaminé? Est-ce qu'il va en promenade? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce que les personnels de la prison, ils sont équipés? Est-ce qu'ils sont équipés? Est-ce que vous avez du gel hydroalcoolique? Est-ce que vous avez des masques? On sait rien, on nous dit rien du tout. On est dans l'inconnu et quand on appelle sur la prison, on ne donne aucune information. Alors toutes ces questions, est-ce qu'il y a des masques? Est-ce qu'ils ont du gel? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que vous avez des réponses à ces questions-là? Non, pas du tout. Il me dit pas. Je lui dis oui. Enfin, moi, je lui ai dit fais attention, lave-toi les mains en promenade. C'est plutôt moi. Je lui dis je pense qu'ils s'en doutent parce que déjà en temps normal, quand ils sont malades pour aller à l'infirmerie ou voir quelqu'un, c'est 3 semaines. Donc là, s'ils sont malades et qu'ils ont le coronavirus, je sais pas comment ils vont mourir en prison. On va pas s'occuper d'eux. Hein. En promenade, on est pas loin de 100, plus de 100 en promenade. Il y a tout ce qui est barrière, les distances, tout ça. C'est vraiment bafoué. Les surveillants ils viennent, or que c'est eux de l'extérieur, ils viennent, ils ont pas de masque, ils ont pas de gants. Eux-mêmes quand ils passent la porte de la prison, il n'y a pas de test pour savoir s'ils sont porteurs ou pas. Franchement, c'est du n'importe quoi.
Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on garde des gens en détention, or qu'on peut les assigner à résidence dehors. Ici, par exemple, un mal de dents, tu vas mettre 3 semaines à attendre. Moi, je suis asthmatique, j'ai écrit à l'infirmerie pour avoir des soins ou pour être sculpté. On n'est pas venu me voir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si le coronavirus s'installe durablement au sein de... On va crever, moi je vous le dis. Et il y a eu des cas. Il y a des gens, admettons, il y a des gens qu'on voyait en promenade séparée, il y en avait 2 cas. Ils y sont plus maintenant en promenade séparée. Là, ils nous auront remis un mec qui était touché psychologiquement. Ouais, je suis là, surveillant. Ça se trouve, il y a des cas, on est même pas au courant. Ils disent qu'il y a qu'un seul cas à Fresnes, mais qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. Eux, ils n'en savent rien, à part si le détenu il dit je suis malade. En plus, ils subissent des fouilles, etc. Donc, ouais, il y a un peu un sentiment d'injustice. Je sais que mentalement, il est fort, mais il fatigue. Enfin, toute personne craque au bout d'un moment. Donc là, je sais qu'il peut encore tenir. Mais moi, je suis pas rassurée de pas avoir ses nouvelles, de pas savoir comment ça se passe. Ça m'inquiète. Pareil, que les prisonniers refusent de remonter de promenade, qui refusent de rentrer dans leurs cellules, qui hurlent aux fenêtres. Enfin voilà, j'ai la fille d'une amie son mari est incarcéré. Et apparemment, le bâtiment concerné par la mutinerie, son mari en fait partie. Elle est inquiète, elle n'a pas de, sait pas si son mari est hospitalisé, s'il a changé de prison. Donc voilà, elle est au courant de rien et donc du coup, apparemment, elle est en stress total. Donc moi, j'ai 33 ans. J'ai mon mari qui est actuellement incarcéré depuis 2018. Donc lui, il est incarcéré pour trafic de stupéfiants. Et lui, depuis octobre, il est au centre de détention du Gers. Et du coup, vu que c'était un peu loin, je ne pouvais pas aller le voir autant que je voulais. Donc ça a été pénible pour lui, ça a été pénible pour les enfants, pour moi. Donc et puis pendant 1 mois et demi, il a été hospitalisé au mois de janvier. Et il l'a dit à plusieurs reprises au médecin de la détention. Qui lui a dit non, c'est rien de grave. Ils lui ont donné pas mal de cachets. Et au final, il s'est avéré que une nuit, il se sentait vraiment mal. Il avait de la fièvre, il avait des douleurs au niveau des poumons. Donc, ils l'ont transféré à l'hôpital. Et c'est là où il est resté 1 mois et demi parce que il a eu au départ une infection pulmonaire. Après, ils lui ont trouvé une embolie pulmonaire. Il a failli mourir. Donc là, justement, j'ai trouvé un appartement. Et au final, ce matin, on m'annonce qu'il a été transféré. Donc, c'est à l'opposé. Donc, oui, je suis un peu énervée là sur le coup. Surtout que, apparemment, moi, la personne que j'ai au téléphone m'a dit que il n'y était pour rien dans l'émeute. Parce que pour resituer, du coup, à la prison du Zerche, en Corrèze, une émeute a eu lieu. Certains détenus sont montés sur les toits, ont brûlé des matelas pour contester la suspension des parloirs et les visites des familles, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Qu'est-ce que vous savez de cette situation? Est-ce que vous l'avez eu au téléphone? Est-ce qu'il vous en a parlé? Non, depuis je ne l'ai pas eu au téléphone, non. D'habitude, il appelle tous les jours et ouais, depuis... samedi, je l'ai eu au téléphone et dimanche, il y a eu les émeutes et je l'ai pas eu dimanche, je l'ai pas eu lundi. Donc, j'attends. Et puis, en plus, vu qu'il a changé de centre de détention, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas du tout. Lorsque vous avez appris que les parloirs étaient suspendus, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? J'ai mon cœur qui s'est arraché en 1000 morceaux. Et surtout quand je vois qu'il y a des gens à l'extérieur qui ne respectent pas le confinement et que nous, on nous prive d'aller voir notre famille, la personne de notre famille détenue en prison, je trouve ça un peu abusé. Après, je peux comprendre le fait que ils veulent protéger les détenus, mais après, il suffit que on ait des masques, des gants pour aller les voir. Je sais pas, ils peuvent trouver quand même une solution
pour éviter de priver les détenus de voir leur famille en fait. Concernant le virus en lui-même, est-ce que votre conjoint, et même vous, avez peur que le virus se transmette ? Est-ce que c'est une crainte réelle, concrète ? C'est une crainte, ouais. Les mesures, il fallait les prendre avant. Hein. Je sais pas, c'est un peu tard. Vaut mieux tard que jamais, mais après, avec le confinement, le fait qu'ils soient confinés pendant 15 jours, je pense que les prisonniers ne remettent pas en cause. Ils ne remettent pas en cause que c'est pour leur sécurité, mais de l'autre côté, ils disent « Vous voyez plus vos familles, mais maintenant, ils rentrent et ils viennent de la prison comme ils veulent. » Enfin, je sais... Sans masque. Sans masque. Moi, lundi de la semaine dernière, quand j'ai été, j'ai vu, je crois que c'était les ELAC, je sais plus où, les Iris, je sais pas, bref. Ils n'avaient pas de masque. Un des chefs de la prison était dehors, il n'avait pas de masque. Quand on passe au portique, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gants. Donc, oui, on s'inquiète. On se fait les pires scénarios dans la tête et on espère que ça n'arrivera pas. Je te le dis tout de suite, il y a des cas de coronavirus, même les surveillants tout à l'heure, ils nous l'ont encore dit, oui, il y a des cas. La direction, ils essayent de nous omettre ces informations-là pour éviter de semer la panique ou la colère des détenus. Il n'y a pas longtemps aussi, je regardais, c'est dans l'air, il y a un mec qui vient, il parle, un intervenant extérieur, il vient, il dit oui, ça va bientôt péter parce qu'ils vont manquer de chichons, tout ça. Ok, d'accord, ça peut être l'un des paramètres qui fait que ça peut péter, mais il faut arrêter, les détenus, c'est pas tous des drogués, d'accord, moi je suis quelqu'un, je fume pas, et demain s'il y a une émeute, je vais la faire l'émeute et je vais être l'investigateur de cette émeute. Pourquoi ? Parce que l'enjeu vital prévale sur notre affaire judiciaire. Pourquoi ? On n'est pas Balkany, nous ? On n'est pas Balkany, ça veut dire ? Il n'y a que Balkany qu'on peut ressortir dehors parce que problème de santé ou bien un souci de santé. Et là, on parle de quelque chose qui peut nous faire crever. Moi, je suis asthmatique. D'accord, j'ai des problèmes respiratoires. Il y a des gens avec moi, c'est des diabétiques au plus haut stade. Mais ces mecs-là, ils sont encore là. Ils sont avec nous. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On est où là ? Un pays comme l'Iran, il vient, il libère 80 000 détenus. Et ici en France, on vient, on passe sous silence les reculs de la société. C'est quoi ça ? Moi, j'ai vu des vidéos qui ont été partagées. J'ai vu les Iris, qui sont une sorte de brigade, un peu comme les gendarmes là en prison. Je les ai vus charger des détenus qui sont en promenade. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais c'était un peu le bordel. À mon avis, c'est... Ouais, nous, on veut des parloirs. On est enfermé. Si on est en prison, on va mourir en silence, en fait. C'est plus ça. En plus, ils prennent des mesures, ministère de la Justice, limite. Ouais, on vous donne la télé gratuite. Ouais, on vous donne 40 € pour aller à la cabine, or que pas tout le monde a la cabine. Ouais, etc., etc. Les gens, ils en ont rien à foutre de ça. Là, on parle de vie. On parle pas de... Ils essaient de mettre de la poudre aux yeux. Ça, on en a rien à foutre, en fait. Et moi, je préfère carrément que tu m'enlèves la télé, mais que tu me dises la vérité, en fait. Il y a des prises de décision, elles sont illogiques. C'est surtout ça. C'est le fait d'être illogique dans les prises de décision, premièrement. Deuxièmement, il y a des affaires judiciaires qui sont banales et minimes. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on les met pas à signer à résidence. C'est des alternatives à la détention, à l'enfermement. D'accord ? Ensuite, moi, comment j'occupe mes journées ? Entre la cuisine, la lecture, etc. Mais on est vraiment en cellule. On ne bouge pas de la cellule. On reste en cellule. Après, il y a des mecs qui ont des dépendances à certaines drogues. C'est compliqué pour eux de rester en cellule. D'accord ? Chacun s'occupe comme il peut. D'accord ? Il y en a d'autres, ils pètent les plombs, ça tape à n'importe quelle heure aux portes, ça gueule. Moi, je voudrais bien savoir si le suicide ne va pas considérablement augmenter avec ce phénomène-là, parce que les gens, on est cloisonnés en cage. D'accord ? On est cloisonnés en cage. Alors, ceci s'adresse à Madame Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Voilà 10 jours que je n'ai pas vu ma moitié. Que je m'inquiète sur son état de santé, sur son état mental. Je reste sans nouvelles car plus de parloirs, privé de mes droits, et l'accès aux cabines sont limités, voire non autorisés. De plus, les correspondances postales
sont interrompues, les installations sont fermées. Et je peux vous dire que c'est un casse-tête sans le confinement d'être seul à tout gérer. Mais ajouter ce climat anxiogène, c'est pire. Cela fait plus d'1 an qu'il est en prison. Sortir pour le décès de sa grand-mère, tout comme la naissance de sa fille, a été rejetée. La demande de bracelet pour s'occuper de plusieurs de ses proches malades, éduquer ses enfants et reprendre un travail a été refusée. Et de toutes les manières, la justice sanctionne plus le risque que le crime. Vous êtes une garde des Sceaux, vous devez tenir votre rôle premier et le faire respecter. Et ne laissez pas nos enfants, maris, pères, frères mourir en prison. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. Merci à Amir et à Françoise, ainsi qu'à l'épouse du détenu de la prison d'Uzerche. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess, avec l'aide de Diane Jean et de Juliette Livartowski, et réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes et continuez à rester chez vous autant que possible. Vous pouvez nous écrire sur Facebook, Twitter et Instagram. Comme tous les jours, on ne va pas se quitter sans une petite respiration, car ce qu'on vient d'écouter est vraiment difficile à entendre. On vous a préparé une petite playlist d'extraits de films et de séries sur les parloirs. À vous de les reconnaître, sinon, rendez-vous sur binge.audio pour avoir la liste. C'est vous ? C'est vous. Tous les autres box sont pris. Priest etiquette. Le sénateur Buckley a plaidé personnellement pour toi devant le Sénat. Tout le monde dit que tu es un pion dans le jeu du pavot entre Nixon et les Turcs. Des lettres affluent de partout. Tout le monde pense à toi. Dès l'instant où nous quitterons ce parloir, je lui ferai une cour des plus assidus. Et puis quand j'aurai réussi, parce que je réussirai, nous irons dans mon chalet à Chamonix. Et nous dînerons dans un bistrot qui fait la meilleure raclette de toute l'Europe. It's about our people out there, working, surviving with pride and dignity. That's raça. Not lying and murdering. All you got is your white father's hate. Peut-être que la meilleure chose que vous puissiez faire pour les Perciers et les Delacroix, c'est de leur souhaiter la paix. Vous savez, je sais pas ce que c'est que l'amour non plus. The band is just broken up. Yippee-ki-yay, motherfuckers. Love you guys! Et à demain pour un nouvel épisode.